Bonjour à toutes, je suis Yves Michel, l'éditeur du Souffle d'Or, et j'ai le plaisir de lancer ce nouveau format de masterclass. Le Souffle d'Or a été créé en 1983. J'ai mis beaucoup d'emphase sur le lien entre le corps et l'esprit, et notamment redonner toute sa place au corps, parce que dans notre éducation, c'est un peu le grand oublié, hein, à part la compète. Donc, ça, c'est important. Et voilà, on lance depuis quelques semaines le département du livre à l'expérience, parce que la lecture, c'est une bonne chose, c'est souvent un bon starter, mais ensuite, c'est encore beaucoup mieux de pouvoir pratiquer. Et on vous donne ainsi l'occasion de pratiquer avec nos autrices et nos auteurs que vous allez découvrir. Et je passe la parole à Marion Gléréan, qui s'occupe en particulier de cette activité. Oui, nous avons effectivement réuni aujourd'hui, il y a une vingtaine d'auteurs qui prennent part à ce pôle formation du livre à l'expérience. Et puis Flore nous a fait l'honneur de vouloir organiser une formation avec nous par notre intermédiaire. Donc, on est heureux aujourd'hui de l'accueillir pour ce petit webinaire qui se veut très expérientiel. Donc, je la laisse présenter tout cela et puis par la suite, moi, je vous dirai deux mots aussi sur la formation justement qui aura lieu tout début février. Je suis ravie en ce début d'année de partager ce moment avec vous qui va être effectivement un moment pour vous aussi, puisque pendant cette heure-là, c'est vous aussi qui allez créer une dynamique avec vos questions si vous en avez. En tout cas, j'ai plein de choses à vous partager. Je sais déjà que ça sera trop court. Et il y aura effectivement un petit exercice pour au moins expérimenter une pratique qui sera axée sur un rituel d'émotion, d'ancrage d'émotions positives pour l'enfant, mais pour vous aussi, parce qu'il peut être aussi pratiqué pour vous en tant qu'accompagnant, à titre personnel, etc. Donc voilà, donc ravie de vous retrouver en ce début d'année sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, hein, puisque c'est le fil conducteur un petit peu depuis 28 ans de ce que je pratique, c'est la qualité des relations inter- et intrapersonnelles. Voilà. Donc moi, je viens du monde de la psychopédagogie. J'ai travaillé pendant 15 ans sur le terrain en accompagnement des familles, des équipes et des enfants. Et ce qui a un petit peu motivé ma reprise d'études, c'est cette prise de conscience que l'on soit enfant ou adulte, que la plupart de nos souffrances, de nos difficultés, par exemple du manque de confiance en soi, de capacité à rentrer vite dans des zones de stress ou d'angoisse, etc., venait un petit peu de notre enfance et de la façon dont on avait été porté dans cette enfance ou accompagné quand on était petit, notamment par exemple dans la première vivance de nos émotions et comment on s'est construit. Donc, ça a été le début d'une reprise d'études pendant 7 ans où j'ai découvert par hasard la sophrologie. Et c'est vraiment un champ de pratique et de conscience qui m'a vraiment passionnée. Du coup, j'ai fait une première école, et puis une deuxième école, et puis une troisième école, puisqu'il y a des formes de sophrologie différentes. Et puis après, je me suis spécialisée sur tout ce qui est la question du stress et des émotions et de la communication, de la parole que l'on peut émettre et des impacts de la parole vibratoire sur les relations. Voilà, donc tout ça, ça fait que je propose des formations et des conférences sur ces thèmes-là. Je forme les professionnels de la petite enfance, mais les sophrologues aussi, et les professionnels du monde médical. Voilà, puis j'anime des ateliers et j'ai la chance depuis 2014 d'écrire sur tous ces thèmes-là. On est le sujet d'aujourd'hui, c'est un petit peu l'écologie intérieure, et on est vous l'avez évoqué, on
on est dans une forme d'éducation et d'ambiance sociétale où on privilégie encore, au détriment de toutes nos intelligences, je vais vous parler des intelligences de l'être, au détriment de toutes nos intelligences sur vraiment la fonction rationnelle, la fonction logico-mathématique qui prime encore malheureusement, même si ça tend à s'équilibrer. Il y a des avancées et des personnes dans le monde de l'éducation qui font et qui proposent des choses très chouettes. On est encore dans un mode éducatif qui est pétri de certains dogmes et de certaines représentations et surtout de méconnaissances au niveau du développement de l'enfant. Voilà, donc moi, ce qui est important pour moi, c'est dans ce thème de l'écologie intérieure, c'est de pouvoir proposer des apports qui sont au niveau de la connaissance du fonctionnement de l'enfant, notamment de son fonctionnement émotionnel et comment je grandis avec mes émotions qui sont mes boussoles intérieures pour m'accompagner dans la vie et comment ça définit un petit peu la qualité de mes relations et surtout en premier la qualité de la relation que j'ai avec moi. Donc du coup, l'écologie intérieure, c'est quelque chose qui va nous permettre de rester connectés à nous, et pas d'être en référence extérieure, mais plutôt d'être en référence intérieure. Et comment je retrouve cette sécurité intérieure, cette stabilité, cette confiance pour avancer dans les différents champs de ma vie. Et aujourd'hui, dans ce monde qui est un peu chaotique et instable, comment je reste justement dans une forme de stabilité, même s'il y a des moments, on le sait tous, on va dans des zones d'inconfort, mais comment j'y reviens plus vite et surtout quels outils, quelles intelligences et quelles capacités j'ai à ma disposition pour mieux amortir les nuisances du quotidien ou en tout cas me régénérer et me ressourcer à des moments où j'en ai besoin. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est de communiquer sur avec quoi on arrive sur Terre, en fait, quand on est tout petit. L'être humain, il est doté vraiment de merveilleuses intelligences, de merveilleuses capacités, d'une sensibilité qui est bien plus grande que ce qu'on imagine et de capacités qui sont bien plus extraordinaires que l'on imagine. Seulement, encore une fois, pour X raisons, pour des dogmes éducatifs et des conditionnements éducatifs, on nous apprend pas forcément à rester connecté à ces capacités, à ces intelligences. Donc, on a de grandes capacités humaines, puisque nous sommes des êtres de lien. Mais on a aussi des intelligences. On arrive sur Terre équipé d'un tas d'intelligences, comme si on avait un petit bagage avec nous quand on arrive. Et c'est l'environnement, la qualité de l'environnement qui va maintenir, éveiller ces différentes intelligences et ces différentes capacités. Donc c'est la façon dont je suis entourée, englobée, accompagnée par mon entourage qui va faire un petit peu la différence et qui va me permettre de rester connectée à ces intelligences qui, une fois qu'on les connaît bien et une fois qu'on sait bien naviguer avec nous permettent, moi ce que j'ai appelé dans mon premier livre 121 astuces, de rajouter de la vie à sa vie et de rester connecté à cette émotion de base qui est la joie, en tout cas d'essayer d'y revenir le plus possible. Donc, on a une intelligence, la première qui est notre intelligence corporelle, et c'est là où le corps peut apprendre à la tête, et c'est là où c'est important d'apprendre aux enfants à rester connectés à cette intelligence-là pour éviter de grandir en étant trop dans la sphère mentale et logico-mathématique, qu'on appelle l'intelligence rationnelle aussi. Donc, on a une fabuleuse intelligence rationnelle, corporelle, qui nous permet de remettre l'intelligence rationnelle à sa juste place et non pas qu'elle prédomine. Parce qu'on sait que quand l'intelligence mentale, celle du mental inférieur, et que l'intelligence rationnelle prédomine, en fait, c'est là où on se retrouve souvent dans des zones de turbulence et en insécurité intérieure.
Voilà, donc ça, je l'explique beaucoup pendant la formation. Et cette intelligence corporelle, on le sait, elle est bien plus grande. Le ratio entre la taille de la tête et la taille du corps est beaucoup plus grande. Donc moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup plus d'intelligence dans cet espace-là que dans cet espace-là. Et je trouve que le corps peut apprendre à la tête et muscler notre cerveau vers des horizons et vers des plages de développement qui sont intéressantes. Donc ça, c'est la première intelligence qu'on utilise dans l'écologie intérieure avec les enfants, mais c'est celle que j'utilise aussi en priorité avec les adultes quand je fais des séminaires, des conférences et des formations. La deuxième intelligence que l'on a à notre disposition, qui est une fabuleuse intelligence, mais qu'on ne nous a pas vraiment appris à utiliser, c'est notre intelligence émotionnelle et elle définit énormément de choses dans notre vie, puisque les émotions sont notre boussole intérieure. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste là pour nous donner une indication sur la qualité de ce que l'on vit. Alors, quand on regarde un petit peu l'intelligence émotionnelle, il y a les intelligences, il y a les émotions de base, et il y a plus d'émotions sur le champ du désagréable que sur le champ de l'agréable. Quand on regarde bien, en fait, la seule que l'on essaye de retrouver en permanence, c'est l'émotion de la joie, avec toutes ses ramifications, enthousiasme, sérénité, etc. Mais l'émotion de base, en fait, c'est la joie, c'est celle dont nous sommes porteurs quand nous sommes petits et peut-être qui s'endort au fur et à mesure avec les dogmes éducatifs, nos conditionnements, l'environnement dans lequel on a été baigné. Et puis, il y a les autres intelligences émotionnelles qui sont de l'ordre de la tristesse, de la peur, de la colère, qui sont les fondements de qui nous sommes et qui nous aident à naviguer dans la vie et en tout cas nous donner un renseignement précieux sur ce qu'on est en train de vivre. Donc, par exemple, la peur, si nous n'avions pas eu cette émotion de la peur implantée dans notre cerveau depuis que nous sommes humains sur Terre, je ne sais pas si on serait nombreux encore, parce que la peur, sa fonction, en fait, c'est de nous protéger. De nous garder en vie et de nous garder en survie. Donc, moi, c'est ce que j'apprends aux professionnels de l'enfance et aux accompagnants, c'est que un petit qui a peur, ce n'est ni bien ni mal. En fait, c'est juste qu'il est en train d'évaluer si le truc qu'il est en train de vivre, ce qui se présente en face de lui, est sécure ou pas. Puisque notre cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est être en sécurité pour avancer tranquillement dans la vie. Voilà, la tristesse, c'est l'émotion de l'acceptation et de la perte, donc elle est liée à la notion de temps, etc. Donc l'intelligence émotionnelle est super importante dans notre vie parce que c'est vraiment nos boussoles intérieures pour nous aider à naviguer. Sauf qu'on est dans une société où ça fait très peu de temps, puisque c'est avec les neurosciences affectives et sociales qu'on commence à ouvrir la boîte magique des émotions. Voilà. La troisième intelligence qui va nous servir et qui va servir aux enfants aussi, c'est notre intelligence respiratoire. C'est la fonction de l'organisme sur lequel on peut avoir une action. Il y a beaucoup de fonctions dans l'organisme qui sont autonomes, qui se gèrent tout seuls. La respiration se gère elle-même toute seule, mais en fait, c'est une des intelligences sur lesquelles on peut avoir une action. On peut l'amplifier, on peut la désactiver, on peut s'en servir pour apaiser son système intérieur, etc. Par exemple, pour les enfants, pour désactiver une émotion trop forte, pour mieux s'endormir, etc. En fait, il y a plein d'exercices avec l'intelligence respiratoire qui nous permet d'accéder à des capacités et d'améliorer notre qualité de vie. Voilà. Et puis, du coup, j'ai parlé de l'intelligence corporelle, j'ai parlé de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence respiratoire. On a l'intelligence, du coup, créative, l'intelligence imaginaire, qui est aussi super importante, puisqu'on a un cerveau qui est tout à fait en mesure qui naît en fait avec une intelligence imaginaire qui est en sommeil jusqu'à 2 ans et qui émerge à l'âge de 2 ans. Et ça, c'est intéressant de connaître un petit peu de mieux connaître, en tout cas en psychopédagogie, le développement de l'enfant, parce qu'on est quand même encore trop basé sur des fausses idées concernant l'enfant. Mais l'intelligence imaginaire, en tout cas, elle se développe chez l'enfant vers l'âge de 2 ans, quand il rentre dans le jeu symbolique et qu'il commence un petit peu à jouer la vie.
c'est-à-dire à rentrer dans le mimétisme. Du coup, ils jouent au papa, à la maman, ils jouent à la dinette, ils jouent aux petites voitures, etc. Ils jouent la vie pour prendre conscience de certaines choses et développer la partie du cerveau cognitif. Du coup, cette intelligence imaginaire, elle émerge à l'âge de 2 ans et c'est elle à laquelle on fait appel en sophrologie pour les visualisations. Et elle est là pour, comment je pourrais dire ça? Elle est là pour améliorer en fait notre qualité de vie puisqu'on a un cerveau qui de base, à l'âge adulte, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc quand on sait bien utiliser ses capacités de visualisation et son intelligence imaginaire, en fait, on peut faire ce qu'on appelle de la programmation positive et mobiliser notre cerveau pour tendre, pour qu'il lui à son tour, mettre les neurones en route, hein, j'ai l'image d'un espèce d'engrenage là, pour tendre vers au plus près de ce qu'on a visualisé, de ce qu'on a imaginé. Mais c'est aussi avec cette intelligence imaginaire apprendre, tout comme les pensées, au fait qu'elles nous jouent des tours aussi de temps en temps, puisque notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé. Et puis après, il y a cette intelligence rationnelle qui comprend la réflexion, les pensées. Et là, il s'agit de faire le tri entre nos pensées, hein, les pensées qui sont, que l'on dit, réflexives, qui amènent à une action et à un changement, en tout cas un ajustement. Et puis, ce que moi j'appelle les pensées plutôt de l'ordre inférieur, qui suractivent le système émotionnel et qui nous font aller dans des champs d'instabilité ou d'insécurité. C'est là où nos pensées, en réactivant le système émotionnel sur l'angoisse, la peur, l'anxiété, nous font adopter des comportements qui ne sont pas très justes et limitent en fait les champs des possibles de notre vie. Voilà un petit peu. Ça, ce sont les bases de notre intelligence, de nos intelligences d'humains que j'aime partager, qui font partie de l'écologie intérieure ou du self-care, hein, et puis qui nous aident à mieux redéfinir la relation à soi et puis la relation à l'autre. Parce que quand je vais équilibrer certaines choses et certaines intelligences, non seulement j'améliore la qualité de la relation à moi, mais également la qualité de la relation à mon environnement, au monde du travail, avec ma famille, etc. Donc, moi, ce qui est important pour moi, et le sujet sur lequel je milite depuis des années, c'est de partager et de transmettre toutes ces informations concernant les enfants et surtout qu'il y ait le plus grand nombre qui puisse leur partager des choses simples, un petit peu moi, je le dis toujours, j'aime bien dire que je suis arrivée sur Terre, mais je ne suis pas arrivée avec le bon mode d'emploi, en fait. On ne m'a pas appris qui j'étais, quelles étaient mes intelligences humaines et quelles étaient mes capacités humaines. Et moi, j'aime bien parler les choses comme ça. C'est au plus grand nombre, vraiment replacer le développement de l'enfant dans ce qu'il est réellement, dans ses capacités, dans ce qu'il est en mesure d'entendre. Et on parle aussi, avec les neurosciences, de maturité du cerveau et de neuroplasticité cérébrale et comment on peut maintenir éveillées toutes ces intelligences, toutes ces capacités chez l'enfant pour qu'ils deviennent les adultes de demain et d'un monde qu'on aimerait voir advenir moins chaotique, moins perturbé, moins violent, etc. Un petit peu ce qui vraiment est le cœur de ce qui m'anime. Voilà, alors il y a plein de thèmes qu'on peut aborder et partager hein, avec les enfants pour qu'ils puissent maintenir ces intelligences-là éveillées et rester en référence interne et retrouver le plus possible de sécurité affective dans leur quotidien. Donc il y a des thématiques effectivement sur les émotions avec des exercices, plein d'exercices hein, qui sont utiles sur le champ de l'émotion, mais aussi sur tout ce qui est attention, concentration, que l'on peut leur partager. Tous les exercices un petit peu qui sont liés à la qualité du sommeil. Hein. On sait que souvent les enfants ont des perturbations du sommeil. Alors il y a des raisons à ça, et puis il y a des moments où ils vivent des choses un peu plus denses et des changements et des avancées dans leur vie d'enfant et dans leur vie d'adolescent qui perturbent le sommeil. Nous, on le sait en tant qu'adultes, parce que déjà, des fois, quand on a un super projet, on réfléchit. Et du coup, ça nous empêche de dormir. Hein. Le projet réveille, le souvenir endort. Donc, il y a plein de choses à leur partager sur
sur le sujet du sommeil, mais il y a aussi un tas de choses à apprendre sur le fonctionnement pulsionnel de l'enfant, ce qui fait que parfois, jusqu'à un certain âge, en fait, ils ont ce qu'on appelle des décharges émotionnelles ou des colères, et du coup, c'est important de connaître un petit peu pourquoi ils font ça déjà, et comment ils fonctionnent, à ce niveau-là, et comment moi, en tant qu'adulte, je peux leur apporter des clés, des outils et des astuces, non seulement pour mieux comprendre ce qui leur arrive, parce qu'eux ne savent pas, sauf si l'adulte fait un feedback sur ce qui se passe pour eux en tant que frustration, en tant que décharge émotionnelle, et comment je peux, moi, adulte stable, on parle de l'adulte phare, hein, en psychopédagogie, comment moi, en tant qu'adulte phare, que je sois une figure d'attachement primaire ou secondaire, je peux leur apporter des clés et des outils pour mieux vivre ça, et en tout cas ne pas culpabiliser parce que je me suis roulée par terre, j'ai fait une grosse colère, etc. Et mieux comprendre en tout cas pourquoi ils ont ces comportements-là. Et apprendre que toute émotion est acceptable, mais tout comportement ne l'est pas. Donc, comment j'ajuste tout ça avec eux? Et puis, il y a aussi une grande part aujourd'hui qui est importante dans ce monde-là, qui est liée à la réussite de sa vie. Alors, encore faut-il définir ce que c'est que la réussite pour soi, mais en tout cas, sur le champ de comment je me construis avec une certaine base de confiance en moi pour mieux avancer dans ma vie. Donc, il y a aussi cette thématique-là qui est importante. Et puis, toutes les astuces psychopédagogiques, toutes les petites clés de communication, de relation avec l'enfant qui peuvent nous permettre d'avancer là-dessus. Alors, c'est une thématique, quand on aborde l'écologie intérieure avec les enfants ou le self-care, que j'appelle aussi, moi, de la transformation. Parce que c'est un thème qui va beaucoup plus loin que l'accompagnement de l'enfant. C'est aussi un thème qui nous transforme, nous. Parce que en revisitant certains champs de la psychopédagogie et de la façon dont j'ai été éduquée, on va prendre conscience de l'enfant que j'ai été et de l'enfant qui vit toujours en nous. Parce que la plupart de nos comportements aujourd'hui et la plupart des souffrances que l'on peut avoir ou des difficultés que l'on peut avoir aujourd'hui sont liées à des événements, à des expériences que l'on a vécues dans la façon dont on a été accompagné quand on était petit. Et du coup, c'est aussi une thématique qui va nous faire revisiter l'enfant qui est toujours présent en nous, là, qui est dans notre cœur et qui n'attend qu'une chose, hein, c'est de se déployer, de se révéler dans toutes ses capacités, puisque souvent on a été limité et entravé dans nos propres compétences et dans nos propres capacités. Donc c'est aussi une thématique qui va, en tant qu'adulte, et c'est là où moi je trouve ça passionnant, c'est aussi de la transformation et de la réparation. Voilà, un petit peu ce que l'essentiel de cette thématique-là. Si j'apprends les propres clés de mon écologie intérieure et comment je peux aller chercher mes propres ressources, mes propres capacités, mes propres intelligences qu'on ne m'a pas forcément partagées, communiquées, ou des champs de ma personnalité où j'ai pas forcément été encouragée. Comment je peux remettre en éveil tout doucement toutes ces compétences qui font mes qualités humaines. Voilà. Donc autant dire que c'est un champ très vaste, que c'est absolument passionnant. Hein, comment en tant qu'adulte je peux grandir sur ce qui a été abîmé, ce qui est endormi, ce qui a été entravé, et comment en tant qu'adulte je peux aussi partager et accompagner les enfants sur ce champ-là. Peut-être que maintenant tu peux développer un peu le contenu de la formation que tu proposes. Oui, alors je l'ai abordé un petit peu. Du coup, le contenu, il va être fait de notions de psychopédagogie, de développement de l'enfant, c'est important, base, et de revisiter notre vision de l'enfant.
puisqu'elle est encore vraiment erronée par rapport au développement de son cerveau et par rapport à ses capacités et à la maturité de son cerveau. Et puis, moi, j'aime les choses absolument ludiques, joyeuses et concréto-pratiques. Donc, la formation, elle est faite de thématiques, de blocs de thématiques. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, tous les exercices qui permettent de faire de mes émotions des amis, tout ce qui permet aussi de proposer aux enfants des outils pour réguler leur stress ou en tout cas revenir à une zone de sécurité intérieure. Tout ce qui est de l'ordre d'un bloc aussi pour tout ce qui est, parce qu'on sait que les enfants, pour la plupart des enfants et des jeunes, le soir, le monde de la nuit, c'est aussi un monde particulier. Donc, comment je fais pour apaiser mon cœur et mon cerveau dans ces moments-là? Des exercices pour un petit peu comment je peux booster la confiance en moi et comment je peux m'aider dans des moments où c'est difficile avec tout ce qui est concentration, attention et des exercices aussi. Alors j'aime bien ceux-là, ils sont dans le livre, mais du coup comme j'en crée tout le temps, j'en ai d'autres. Des exercices aussi qui sont un petit peu ce que j'appelle la boîte à outils des exercices invisibles. Comment partager avec les enfants des choses qui leur permettent de pratiquer, quel que soit leur environnement, en toute discrétion. Par exemple, à l'école, si je perds mes moyens, si j'ai un gros coup de stress, comment je fais pour me recentrer, me remobiliser, etc., sans que ça se voit. Voilà, donc ça, c'est l'enveloppe, on va dire, de la formation avec les différentes thématiques qu'on peut aborder, de la psychopéda, revisiter un petit peu qui j'ai été comme enfant, et puis des blocs avec des thématiques où on va passer beaucoup de temps à expérimenter parce que je trouve que c'est important d'expérimenter pour mieux transmettre ensuite et le partager aux enfants. Et puis, ce qui va faire aussi la richesse de la formation des 2 jours, du contenu, c'est en fonction des personnes présentes, ça va être aussi en fonction de vos besoins. Donc, en sophrologie, en méditation et en technique, moi je me sers aussi de techniques qui s'approchent du Qigong, etc., que j'ai transformé pour le faire, pour l'adapter aux enfants. Donc, du coup, il y a des exercices pour leur apprendre aussi comment je booste mon système immunitaire, par exemple, comment je me mets en santé, comment je rebooste mon énergie corporelle. Mais ça va être aussi en fonction des personnes qui se seront inscrites et de leurs besoins. Par exemple, si je suis instite ou si je suis psychologue ou si je suis éducateur ou si je suis tout simplement un parent, va y avoir des thématiques communes entre vous, mais toutes ne vont pas être identiques. Donc là, après, c'est à moi bien sûr de manager le truc, mais c'est de proposer des choses qui sont vraiment connectées et concrètes et pratiques à vos besoins. Voilà. Donc on passe 2 jours à échanger et à pratiquer surtout. Voilà. Debout, assis, dans différentes positions, etc. Et en parlant de pratique, est-ce que tu voudrais bien, si on a le temps, nous faire expérimenter des rituels Oui, de oui. connexion aux émotions agréables? Avec grand plaisir. Du coup, je vais pratiquer avec vous, je vais l'animer, on va le vivre ensemble. C'est un rituel d'ancrage des émotions agréables. Donc, pour vous expliquer un petit peu, et comme ça va vous donner une petite idée de comment sont construits les exercices pendant la formation, je vous l'explique. On le vit ensemble, je le fais avec vous et après on échange un petit peu sur comment ça s'est passé pour vous. Et puis, si vous avez besoin de précision, moi je vous apporte des précisions pédagogiques, puisqu'il n'y a pas de magie. Tous les exercices, moi je suis issue du monde de la pédagogie, donc c'est très pédagogique. Je suis très pédago, donc c'est très carré pour que vous puissiez repartir avec quelque chose de très concret que vous puissiez appliquer après. Donc l'exercice de rituel d'ancrage d'émotions agréables, on va commencer par réveiller un petit peu l'intelligence corporelle en s'étirant. Alors vous pouvez rester assis sur votre chaise en sachant qu'on peut s'étirer tout à fait très bien sur une chaise dans tous les sens, dans toutes les dimensions, de façon joyeuse et expansive.
nous allons faire ce chemin qui est propre à la sophrologie, c'est-à-dire laisser le monde extérieur à sa place pour revenir à l'intérieur, donc un petit exercice avec des points d'appui. Et puis après, je vous laisserai un petit temps pour imaginer une image agréable. Vous pouvez y penser dès maintenant, mais elle peut venir aussi spontanément. Une image agréable, c'est tout simplement peut-être pour vous une couleur, un arbre, une fleur, un grand ciel bleu, un paysage. Voilà, faites simple parce que c'est dans les choses simples que l'on trouve des fois de ce qu'appelait Jung la puissance du symbole. Hein. Donc voilà, faites simple. Si vous y pensez maintenant, c'est très bien. Si elle vient pendant l'exercice ou s'il y en a une autre qui se propose pendant l'exercice, choisissez peut-être celle qui se propose, mais surtout ne vous bataillez pas, essayez de vous fixer sur une image si elle n'est pas fixe. D'accord? Hein, ça, c'est pas bien grave. Et une fois qu'on aura, je vous aurai accompagné sur cette image agréable en allant un petit peu ressentir ce qu'elle, voilà, où est-ce qu'elle est dans votre corps, qu'est-ce qu'elle vous procure comme sensation, comme sentiment agréable. Je vous proposerai de réouvrir les yeux et de l'ancrer avec des mouvements oculaires. Et aujourd'hui, on va faire simple. On va faire les mouvements oculaires avec le signe de l'infini. D'accord? Donc, vous allez ne pas bouger votre tête et les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme c'est bien pour vous. Vous allez juste bouger les yeux pour ancrer un petit peu, faire appel à cette capacité étonnante. Ça, je le développe pendant la formation, cette capacité étonnante qu'on a avec les mouvements oculaires pour réguler nos émotions. Cette capacité étonnante pour ancrer des émotions agréables ou réguler des émotions désagréables. Là, aujourd'hui, on va faire un rituel d'ancrage d'émotions agréables. Vous êtes prêts ? C'est parti. Je vous invite à couper vos micros. Voilà. Vous pouvez garder la caméra si vous voulez, mais au moins couper vos micros. Et je vous invite, quand vous êtes prêts, à fermer vos yeux tranquillement pour laisser l'extérieur à sa place et revenir dans votre espace intérieur. Laissez les bruits, les activités, les préoccupations du moment. Et puis respirez profondément. De grandes respirations qui vont nous permettre de renouveler l'air dans notre corps. Un peu comme on aère sa maison le matin en ouvrant grand les fenêtres. Et je respire profondément 2 ou 3 fois pour renouveler l'air dans mon corps, dans mes poumons, dans chacune de mes cellules. Et je laisse ma respiration se poser tranquillement, comme elle est là ce midi, régulière ou irrégulière, peu importe. Juste de sentir que ça respire dans mon corps maison. Je peux aussi desserrer les dents, laisser aller le niveau de mes épaules pour me rendre un peu plus disponible. Et puis m'étirer. Commencer par réveiller doucement mon corps, me connecter à lui tout doucement en portant mon attention sur les zones du corps qui s'étirent. Ça peut être les bras, le dos, les côtés du buste. Voilà, comme si je défroissais un petit peu pour mettre en éveil mon corps, les différentes parties, à mon rythme et à ma manière, sans forcer. Juste le plaisir de s'étirer, étirer les jambes, les bras, le buste, tout en restant concentré sur ces étirements et les mouvements du corps qui se font là dans l'instant. Et je respire profondément. Et quand c'est bien pour moi, je pose mes mains confortablement sur les cuisses.
ou là où c'est bien pour moi, paume vers le ciel, ou paume vers la terre. Si j'ai besoin, je m'installe un peu plus confortablement pour aller maintenant faire le tour de mon corps en observant avec curiosité tous mes points d'appui, c'est-à-dire les points de contact avec l'endroit où je suis installée. Et je peux sentir les appuis peut-être au niveau de mon dos ou dans l'air si j'ai le dos droit. Je peux sentir et ressentir les points de contact et les points d'appui de mes mains, de mes doigts. J'observe avec un regard neuf les appuis de tout mon bassin, des fessiers, ceux à l'arrière de mes cuisses. Et en fonction de ma position, je peux même sentir les points d'appui au niveau de mes pieds, comment ils sont installés. Et je respire profondément. Je peux aussi m'amuser à sentir tous les points de contact avec mes vêtements, les différentes matières sur la peau. Juste sentir et ressentir. Et observer le contact de l'air sur les parties découvertes. Je suis posée ici et maintenant. Et c'est à partir de cet ici et maintenant que je peux maintenant laisser venir à moi une belle image. Je la laisse tranquillement se présenter. Je l'apprivoise tranquillement et j'observe ses couleurs, ses nuances, sa luminosité. C'est peut-être tout simplement un grand ciel bleu ou un ciel étoilé, peut-être une couleur que j'aime, peut-être un arbre ou une plante, peut-être autre chose. Voilà, je laisse cette image, cette belle image flotter, même si elle est instable, ce n'est pas grave. Et je respire avec quelques instants. Je prends aussi le temps de sentir quelle émotion, quel sentiment me procure cette image. Peut-être que je peux même sentir dans mon corps où cela se manifeste, en pétillance, en joie, en enthousiasme, curiosité, en sérénité ou d'autres sentiments agréables. Et je respire tout ça pour mieux en garder la trace et l'empreinte dans mon corps et dans chacune de mes cellules. Et pour ancrer
toutes ces sensations et ces sentiments agréables, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Je vais tranquillement, avec mes yeux sans bouger la tête, tout doucement, le plus lentement possible, faire le signe de l'infini avec mes yeux, en respirant tranquillement. Je peux faire quelques séries de 5 ou 6 mouvements, peut-être moins, faire une petite pause, respirer profondément pour ancrer tout cela un peu plus. Et si j'en ai envie, je peux refaire une autre série en bougeant mes yeux, sans bouger la tête, avec le signe de l'infini. Et en respirant librement. Peut-être même en gardant cette image présente. Et quand c'est suffisant pour moi, je laisse mon image s'éloigner, s'estomper en sachant que je peux la retrouver à tout instant. Dans mon quotidien, que je sois chez moi ou à un autre endroit ou le soir dans mon lit. Elle est là disponible. Je la laisse s'éloigner, s'estomper, puis je reviens tranquillement à mes points d'appui, avec l'endroit où je suis installée. Je peux sentir le contact de mes pieds au sol. Ou les appuis de mes pieds comme ils sont installés. Le contact avec mes chaussettes, peut-être. Je reviens au contact de mon bassin, de mes fessiers, les appuis à l'arrière des cuisses. Les contacts de mes mains, de mes doigts. Je reviens au contact des appuis au niveau du dos, avec le dossier ou dans l'air, comme un nuage moelleux. Je reviens au contact de mes vêtements, des différentes matières, de l'air tout autour de moi, de la pièce où je suis. Je respire profondément et quand c'est bien pour moi, je peux de nouveau mobiliser, bouger chaque partie du corps, m'étirer, bâiller et prendre tout le temps qui m'est nécessaire avant d'ouvrir les yeux, avec plaisir sur l'extérieur s'ils étaient fermés. Voilà, vous pourrez, en prenant tout votre temps, rouvrir votre caméra si elle était fermée. Bonjour. Rebonjour. Ok. Je remets mes lunettes pour mieux vous voir. Alors, voilà.
C'est un type d'exercice sur le champ de la boîte à outils émotionnelle pour ancrer des émotions agréables, en sachant que, par exemple, avec les enfants, mais même avec les adultes, dans le champ de la sophrologie, on va toujours ancrer sur le champ de l'agréable avant d'apprendre à réguler des choses un peu plus difficiles. On va muscler son cerveau un petit peu sur le champ de l'émotion positive pour mieux ensuite désactiver les émotions désagréables. Là, on est sur un type d'exercice qui mêle sophrologie et mouvement oculaire, puisque je suis formée à l'EMDR et d'autres techniques de régulation émotionnelle. Donc, je mêle un petit peu des exercices de sophrologie et de régulation émotionnelle simples pour que ça soit pédagogique et pour que les adultes et les enfants puissent les utiliser en toute autonomie. Donc là, on a une construction pédagogique très simple, une entrée dans l'exercice avec des étirements, une concentration où je laisse l'extérieur prendre de la distance pour me recentrer, revenir dans mon espace intérieur. Là, je suis bien ici et maintenant, je vérifie mes appuis, etc., que je suis bien là. Et puis après, là, c'était un exercice comme ça, mais après, je laisse venir une image et à partir de cette image, je vais chercher à l'intérieur ce qu'elle me procure sur le champ de l'agréable. Peut-être que vous avez trouvé un lieu où est-ce que c'était. Par exemple, moi, c'est toujours dans cette zone-là que ça se manifeste, avec une petite zone de chaleur, d'activation de chaleur. Et puis, pour l'ancrer un petit peu et pour permettre à mon cerveau émotionnel d'ancrer un peu plus, de le muscler un peu plus sur le champ des émotions agréables, je vais utiliser les mouvements des yeux qui sont reliés à notre cerveau limbique et qui régulent d'eux-mêmes les capacités émotionnelles et qui les mettent en avant d'eux-mêmes. Ça, c'est tous les travaux de Francine Shapiro qui a découvert le MDR et qui nous a livré un précieux cadeau, puisque notre capacité de base, quand on dort toutes les nuits, vous savez, c'est cette phase de sommeil paradoxal, où on a les yeux qui bougent. Et en fait, toutes les nuits, en fait, on fait cet exercice-là, on a cette capacité-là à réguler notre système émotionnel. Voilà. Et on peut, en fait, comme c'est une capacité, qui dit capacité, dit je peux l'utiliser, je peux l'amplifier, je peux m'en servir. On peut s'en servir pour effectivement aller chercher les capacités émotionnelles d'une personne ou d'un enfant. Bon. Et puis une petite sortie de l'exercice où on va effectivement revenir, réancrer dans le corps, puisque c'est à partir du corps que l'humain se développe, et notamment chez les enfants, plus ils ont une connaissance fine de leur schéma corporel, plus ils sont stables émotionnellement, plus ils développent leurs intelligences, plus ils développent leur imaginaire, etc. etc. Donc on revient, mais ça c'est le champ de la sophrologie, c'est un des principes de la sophrologie, c'est le corps d'abord. Donc on revient en permanence à cet ancrage du corps qui permet d'éviter d'être trop dans la tête et d'activer certains paramètres de conscience qui nous desservent. Voilà. Donc il y a un tas de petits exercices comme ça. Là, celui-là, il a duré un quart d'heure parce que je l'ai étiré un petit peu parce que vous êtes des adultes. Et pendant la formation, on apprend en fait à les condenser un petit peu et à ce qu'ils soient très très simples et très très rapides parce qu'en fait, les enfants, contrairement aux adultes, c'est là où c'est intéressant, la sophrologie pour les adultes est vraiment différente de la sophrologie pour les enfants. Donc c'est là où on apprend effectivement à déconstruire la sophrologie pour les adultes pour la proposer aux enfants. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Et peut-être un petit retour d'expérience? Merci. Par rapport au mouvement que vous faites faire là, de 8, l'infini, le 8 de l'infini, Oui. donc son objectif, c'est un objectif d'ancrage, c'est cela, sur les sensations, sur les images, c'est… Oui. Enfin, voilà. La première question, c'est ça. Et la seconde question, c'est sur la pratique, c'est-à-dire que des jeunes enfants, enfin, je pense à des enfants de 6, 7, 8 ans, c'est peut-être compliqué pour eux de faire le mouvement les yeux fermés en reproduisant ce schéma-là. Alors, je ne sais pas si vous avez une option avec les yeux ouverts, où on garde l'image. Enfin, voilà, parce qu'il me semble que c'est, enfin, par rapport aux enfants que je connais, Oui. c'est compliqué, je pense, qu'ils intègrent ce mouvement et qu'ils soient capables de le faire les yeux fermés. Voilà. Donc, c'est deux Alors, questions.
Oui, alors la première question, oui, effectivement, c'est une pratique d'ancrage de l'émotion positive, c'est-à-dire apprendre dans un premier temps à ancrer en soi des émotions positives pour en faire un stock et pour avoir des ressources. Voilà. Et la deuxième question, plus technique par rapport au mouvement oculaire, là je vous ai proposé de fermer les yeux, etc. Mais en fait, vous pouvez très bien, quand vous avez par exemple un groupe d'enfants ou un enfant en individuel, prendre une feuille, faire le dessin de l'infini sur une feuille et puis lui faire suivre. Des fois, c'est plus facile. En fait, ce qu'on apprend en sophrologie avec les enfants et dans ce genre de technique, c'est que contrairement aux adultes, les enfants pratiquent souvent les yeux ouverts, à 95% des cas. Hein. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'ils ferment les yeux. Eux, ils pratiquent les yeux ouverts. Et l'autre particularité des enfants et de la sophrologie avec les enfants, c'est qu'ils pratiquent beaucoup en bougeant. Contrairement aux adultes qui ont besoin de se poser, d'être tranquilles, etc., les enfants pratiquent la sophrologie vraiment dans le mouvement, puisqu'ils sont dans le mouvement de la vie. Leur moyen de développer leur cerveau, c'est le mouvement. Hein, c'est Maria Montessori, la première, qui a parlé de ça et qui a mis en place des méthodes d'apprentissage dans le mouvement avec l'écriture, etc. Et vraiment, eux, ils pratiquent dans le mouvement. Donc, ils pratiquent les yeux ouverts et ils pratiquent dans le mouvement. Hein. Donc, vous avez le dessin, mais vous avez aussi les lettres de l'alphabet. Hein. Vous pouvez leur faire suivre les lettres de l'alphabet avec les yeux. Là, je vous ai proposé le signe de l'infini parce qu'il est très apaisant, mais vous pouvez proposer de suivre, par exemple, les 5 premières lettres de l'alphabet. Et après, plus ils sont petits, c'est-à-dire, quand je dis petit, c'est en dessous de 6 ans, 7 ans, hein, puisque c'est ce qu'on appelle aussi l'âge de raison et l'âge où ils sont en mesure de commencer à réfléchir et de sortir du monde plus pulsionnel. Plus ils sont petits, moins ils vont faire les exercices tels que, j'allais dire, vous le souhaitez. Je vois que quelqu'un hoche la tête, vous avez peut-être de l'expérience à ce niveau-là. Hein. En fait, l'objectif, c'est pas de leur apprendre un truc. C'est petit à petit de tendre et d'apprivoiser cette écologie intérieure et qu'ils se l'approprient. Moi, j'ai des enfants, je leur propose, je leur propose des étirements pour aller gratouiller les étoiles ou des trucs comme ça. Ils vont me mettre le bras sur le côté. Mais c'est pas grave, je dis juste, ah oui, on peut faire comme ça aussi, on peut s'étirer comme ça en mettant le bras sur le côté. En fait, le tout, c'est de leur donner petit à petit des notions, ils vont se les approprier à force. C'est la répétition qui fait l'intégration. Hein. Donc, il y a plein de façons de faire les mouvements oculaires. J'en parle un petit peu dans le livre bleu, 35 aventures intérieures pour grandir heureux et zen. J'en parle aussi dans un autre livre qui est mon petit cahier confiance en soi. Voilà. Et lors de la formation, en fait, on apprend d'autres choses, d'autres pratiques hyper simples pour les initier petit à petit à cette autorégulation. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, absolument, merci. Merci bien. D'autres questions ou d'autres partages? Comment vous avez vécu l'exercice? Il m'a paru très très long. Le temps s'est étiré. J'ai dû peut-être m'endormir à un moment. Donc, c'était un peu au moment de détente. Ouais, et le temps m'a paru beaucoup plus long que ce que tu as annoncé. Oui. Les capacités de la conscience à s'étirer ou à se rétracter. Des fois, je fais des exercices qui durent beaucoup plus longtemps et les gens me disent « Oh, c'était court !» Bon, et puis je trouve ça toujours riche et précieux de reconnecter à des petits endroits du corps, à reprendre conscience. Et il y a toujours des petits rappels de une zone du corps qui est symbolique ou qui fait appel à un autre exercice qu'on a déjà vécu et qu'on avait ressenti. Et voilà, il y a plein de mémoires et c'est bien d'aller les reconnecter aussi. Oui, je crois que c'est la plus grande zone d'ancrage et de sécurité qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est le corps. Hein. Que ce soit le corps où on va visiter ses sensations, des images, des étirements, etc., ou le corps en mouvement à travers la danse, à travers des étirements, à travers des exercices de Qigong ou d'autres, hein, de yoga. L'ancrage, c'est le corps. Hein.
m'a rappelé quelques expériences en sophrologie avec les petits. Effectivement, ce que j'ai appris, mais qu'on trouve chez tous ceux qui ont un peu d'expérience là-dedans, c'est de dire la grande capacité, c'est celle de l'adaptation aux petits. C'est-à-dire qu'on n'est pas tant là pour, et ça n'aurait pas de sens, de vouloir absolument quelque chose, mais on est dans la situation donc d'écoute déjà, d'observation, pour pouvoir justement après avoir le juste exercice qui va correspondre aux petits. Enfin, aux petits, c'est affectif, hein, c'est pas. Et du coup, après, moi, vraiment la chose qui me vient à l'esprit, c'est la joie de, de voir que le jeune ou la petite jeune, ben non seulement s'est approprié l'exercice, mais en plus propose d'aller autrement et plus loin. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que, ah ben non, mais on pourrait faire comme ça, on pourrait faire comme ça. Ah ben oui, ça c'est génial. Et après, on le fait ensemble. Et là, c'est super. Ouais, merci Sylvie pour ce partage parce que vous abordez un point qui, à mon avis, est essentiel, c'est l'individualité, la créativité et le côté unique de chaque être humain qui a une créativité énorme et quel que soit le champ d'expression dans lequel ça se manifeste. C'est quand on voit les tout petits, déjà c'est hyper facile pour eux ces pratiques-là parce qu'elles sont très corporelles et ils sont dans le corps, donc de toute façon c'est une évidence pour eux, mais de voir toute leur créativité en s'appropriant et en faisant, et déjà on remarque leur côté unique et leur capacité, leur potentialité, déjà quand ils sont tout petits, ne serait-ce que dans leur expression corporelle. Merci de le dire parce que c'est vrai que c'est absolument magnifique et qu'il ne s'agit pas de proposer des recettes. Il s'agit de proposer une sensibilité, quelque chose de sensible qui correspond à l'être humain et qui va correspondre à chacun. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup que je pourrais vous préciser, ne serait-ce que par rapport à la formation ou par rapport à d'autres choses? Oui, moi j'ai une question par rapport à la formation, puisque bon, il se trouve que bon, voilà, je l'ai dit, je suis sophrologue, j'ai été prof de Qigong aussi. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle place prend dans cette formation quelle place prennent pardon, dans cette formation les autres techniques plutôt MDR, etc. Alors, je vais parler en termes de pourcentage. La grosse base, ce sont des exercices de sophrologie transformés et adaptés aux enfants. Et je pense qu'il y a à peu près 40% d'autres pratiques. Mais ça va être aussi, c'est comme je le disais aussi tout à l'heure, ça va être, moi j'ai un programme, mais ça peut être aussi en fonction de vos besoins de terrain, de pratique, que vous soyez parent, enseignant, psychologue, etc., ou formateur ou éducateur, ça peut être aussi en fonction de vos besoins. Donc, certaines parties peuvent, par exemple, si vous êtes 6 inscrits à la formation, moi, je vais certainement en amont peut-être avoir vos besoins et du coup, axer sur qu'est-ce qui est pertinent pour vous pour le transmettre ensuite. Voilà. Mais en tout cas, tel que c'est construit aujourd'hui, c'est à peu près 60% d'exercices transformés de sophrologie et adaptés aux enfants en fonction des âges, et puis 40% d'autres apports. Est-ce que tu peux préciser aussi le format pratique? Est-ce que ce sera je sais pas, dans la journée? C'est en visio, hein? C'est en visio. Ouais. Pour que ce soit facile pour tout le monde. Alors depuis effectivement plusieurs années, j'ai une grosse expérience sur la formation en visio, donc c'est pas un souci. Je peux aussi animer des formations avec ces formats-là, même en vous mettant en salle de travail pour construire des exercices à plusieurs, etc. Ou des mini-programmes sur des thèmes, parce qu'on peut aussi pendant cette formation travailler sur des mini-programmes à proposer aux enfants. Donc voilà. Et ta question, Yves, c'était? Eh ben, les horaires, la durée, Oui. le séquencement.
tout le côté pratique. Alors, le côté pratique, Marion, on était sur un dimanche et un lundi. C'est ça. On a programmé la formation le dimanche 1er et le lundi 2 février. Et les horaires, c'est de 8h, non, pardon, 9h. Aussi, de 9h je sais pas. Maximum 18h. De 9h à 18h maximum, voilà. Comme un jour classique. Pendant les 2 jours. Donc, un dimanche et un lundi. On a fait ce choix-là voilà, parce que c'est toujours s'accorder un temps de formation, c'est toujours contraignant, soit au niveau de son travail, soit au niveau des week-ends. Donc, on a opté pour un dimanche et un lundi. On va voir. Voilà. Et puis l'organisation en fait de la formation, c'est je repose les bases du développement de l'enfant, de la psychopéda, pour déconstruire certaines fausses idées, certaines fausses croyances sur le fonctionnement cérébral du tout petit et son fonctionnement émotionnel, etc. Et puis après, on rentre directement, on fait un tour d'horizon déjà par rapport aux personnes présentes, par rapport aux besoins, et puis après, on rentre directement dans le vif du sujet en proposant, il y aura du coup des thèmes en fonction des besoins, et en proposant des exercices et en les expérimentant au fur et à mesure. Et puis la deuxième journée, il y aura un temps, une demi-journée de consacrer à je construis moi-même en petits groupes. Donc je vous mets en salle de travail et je construis moi-même mes petits groupes, mes petits programmes avec des séances, et puis on en reparle, j'ajuste s'il y a besoin, etc. Et vous avez aussi à l'issue de la formation un petit livret qui reprend les thématiques principales. Et puis, pour information, je vous ai mis dans la discussion le lien vers la page, justement, où il y a tous les détails de la formation et la possibilité de s'inscrire. Et puis, vous recevrez donc le replay par email avec peut-être un petit questionnaire. On va voir si on vous questionne donc sur l'intérêt ou non pour la formation et pour d'autres choses par la suite. Est-ce que vous avez besoin d'autres précisions ou un partage, un échange pour clôturer ce temps fort agréable? C'est OK pour vous? Oui. Merci en tout cas. Merci pour ce partage. Oui, Avec grand plaisir. merci beaucoup. Et puis au plaisir de vous retrouver soit en formation, soit sur les réseaux. Voilà. Ouais. Eh bien, merci à vous et Merci pensez à vous beaucoup. inscrire rapidement si vous faites ce choix.